Jean-Marc Coppola, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la web télé Salon CE. Alors Jean-Marc Coppola sur le Salon CE, c'est pas une première. On peut dire que vous êtes un fidèle du Salon CE sur les débats. C'est au moins la 4e ou 5e fois que vous venez et merci pour cette fidélité. Merci pour votre invitation. Alors Jean-Marc Coppola, conseiller régional Front de Gauche, Parti communiste. Aujourd'hui se discute à l'Assemblée nationale la loi sur la productivité et la compétitivité issue de l'accord national interprofessionnel. Quelle est la position du Parti communiste et du Front de Gauche sur cet accord et est-ce qu'il doit être voté, transformé en loi, tel qu'il a été écrit dans un accord? Non, certainement pas. D'ailleurs, je crois que c'est un secret pour personne, sauf que dans le brouhaha médiatique masqué par l'affaire Cahuzac, il est dommage effectivement que depuis que ce débat a commencé mardi 2 avril, on n'entende pas effectivement ce que font les députés communistes à l'Assemblée nationale, puisqu'ils ont déposé 4500 amendements pour d'abord essayer de retirer ce projet de loi, faire retirer article par article et dans l'hypothèse où numériquement c'est pas facile, c'est pas possible, trouver des convergences pour que, j'allais dire, des aspects positifs soient inclus, mais en tout cas dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire dans l'état où l'accord a été signé par des organisations syndicales minoritaires début janvier, effectivement il n'est pas transposable dans la loi puisque il vient à remettre en cause, en pièces, et le Code du travail et l'organisation de notre pays. En d'autres mots, quand en 2008, Denis Kessler, vice-présidente du MEDEF, avait dit « J'applaudis le gouvernement UMP parce qu'il s'engage dans une politique de détricotage du modèle social français », nous sommes dans cette continuité, dans cette filiation de détricoter le modèle social français et donc d'enlever tous les remparts de garantie et de sécurité pour les salariés. Donc c'est très dangereux pour les salariés, mais en même temps, ça n'apportera rien au niveau de l'emploi. Alors, le modèle social français qui repose sur 3 piliers que sont la retraite par répartition, la sécurité sociale et l'assurance chômage. Est-ce que dans cette période de crise mondiale, on a encore les moyens de notre modèle social français ? Encore faut-il identifier quelle est cette crise. C'est une crise essentiellement financière, une crise qui, et on le voit bien dans notre pays, nous n'avons jamais eu autant de richesses qu'aujourd'hui, mais elles n'ont jamais été autant inégalement réparties qu'aujourd'hui. Donc ce n'est pas une question de, j'allais dire, de crise, il faudrait se serrer la ceinture, ou ce que dit d'ailleurs aujourd'hui la droite, nous vivrions au-dessus de nos moyens, il y a trop de dépenses publiques, et il faudrait donc casser tout cela. Parce que si c'était véritablement le cas, alors il faut nous expliquer pourquoi, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire au moment où le pays était le plus exsangue, c'est-à-dire que c'est là que nous avons obtenu, à la suite donc du programme du Conseil national de la résistance, le plus grand nombre de droits, de garanties et de statuts. C'était bien parce qu'il fallait remettre l'économie du pays, j'allais dire, au niveau de ce que devait être ce pays. Et il fallait motiver les salariés, il fallait leur donner les capacités justement pour redresser le pays et donc de vivre décemment. Eh bien, c'est là qu'on a apporté justement des statuts, c'est là qu'il y a eu la création de la fonction publique, qu'il y a eu la création de la sécurité sociale, qu'il y a eu la création de DDF, GDF. Donc on voit bien que ce n'est pas une question de moyens et qu'aujourd'hui, la question de retirer des droits et des garanties aux salariés, c'est simplement pour qu'il y ait beaucoup plus de souplesse, de flexibilité, voire même qu'il n'ait aucun droit, si on prend certains pays qui existent dans le monde entier, et au nom de cette concurrence, qu'il n'y ait plus aucun rempart, justement, permettant cette concurrence effrénée, tout simplement pour qu'une minorité se gave au niveau financier. Et je ne mettrai pas toutes les entreprises, en tout cas tous les chefs d'entreprise dans le même sac. Je vise bien le patronat, je vise bien le MEDEF, qui lui veut être libéré, simplement pour faire toujours plus de profit. Ce n'est pas une question de production, parce que si on veut
produire, si on veut qu'on ait des salariés efficaces, utiles, créatifs aussi, alors il faut leur donner justement de la protection et de la garantie. Moi je prends toujours une image, une métaphore, elle vaut ce qu'elle vaut. Quand certains veulent se défier eux-mêmes et par exemple faire ce saut à l'élastique, ils font ce saut à l'élastique parce qu'ils sont assurés. S'ils n'étaient pas assurés, ils ne s'amuseraient pas à faire cela. Donc aujourd'hui, si on veut être créatif, si on veut être efficace dans une entreprise, dans une production, d'ailleurs que ce soit dans l'industrie ou que ce soit dans les services publics, alors il faut donner des garanties. Et ces garanties vont à l'encontre effectivement de cette recherche effrénée de l'argent pour l'argent qui motive, qui est le moteur en tout cas du système dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le capitalisme. Est-ce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont une grande marge de manœuvre finalement? Parce que la solution, elle est peut-être pas en France, elle se trouve certainement au niveau de l'Europe, puisque l'Europe a mis en concurrence les salariés avec les salariés. Et on a aujourd'hui, à Marseille, puisqu'on est sur le salon de Marseille, je vois tous les soirs un petit bus immatriculé en Bulgarie sur lequel il y a écrit en anglais réparation navale. Donc on a des travailleurs qui viennent de Bulgarie, de Roumanie, pour travailler avec le code du travail bulgare et au tarif bulgare, ici sur notre territoire. Est-ce que c'est pas par là que passerait une solution en revenant en arrière ou en imposant à ces travailleurs qui viennent d'ailleurs les mêmes obligations que les entreprises françaises? C'est une question très importante effectivement sur le pouvoir du politique. Peut-il aujourd'hui, compte tenu de la mondialisation, compte tenu, j'allais dire, de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'un gouvernement, est-ce qu'un président de la République a les moyens de... Je passe sur le fait que c'est une république obsolète, une 5e république qui n'a plus de sens et dans laquelle il faudrait revoir. Mais ce n'est pas une question anodine en même temps. Je m'écarte pour mieux y revenir. Dans lequel les citoyens, dans lequel les salariés auraient plus de pouvoir, plus de droits et plus de moyens d'action. Mais restons dans l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui. Un gouvernement, le gouvernement d'un pays comme la France, qui est la 5e puissance mondiale, peut effectivement bouger. Il faut en avoir simplement la volonté politique et le courage politique. La volonté politique de dire, eh bien, moi je veux redresser le pays et combattre la crise en donnant justement des moyens aux salariés, c'est-à-dire avoir le courage de réorienter de l'argent, parce que de l'argent, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant de richesses. Il y a 2 éléments qu'on n'a jamais eu autant au XXIe siècle, que ce soit d'ailleurs sur la planète ou que ce soit en France. On n'a jamais eu autant de richesses, on n'a jamais eu autant accès au savoir, à la connaissance. Mais que faisons-nous de tout cela? C'est-à-dire qu'il faut donc avoir des politiques de redressement économique, mais qui permettent justement, pour avoir ce redressement économique, et qui donnent des moyens sociaux et des droits sociaux aux salariés, aux travailleurs pour pouvoir le faire, et puis avoir le courage politique aussi de dire au niveau de l'Union européenne, il y a des règles qu'il faut changer. Par exemple, sur le rôle de la Banque centrale européenne. Parce que le nœud de tout cela, c'est bien la question de la finance. Or, s'il y a une chose qui n'a pas changé entre hier avec le gouvernement de droite et aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le courage de s'attaquer au marché financier, à la finance, à la domination, à la dictature de la finance et aux banques qui continuent de faire ce qu'elles veulent. Je ne prendrai qu'un exemple sur les banques qui continuent de faire ce qu'elles veulent. On peut toujours dire un particulier a du mal parce qu'il est tout seul à obtenir un prêt. Mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, c'est une collectivité territoriale, que vous prenez d'ailleurs la région où je suis élu, ou d'autres collectivités, voire même les hôpitaux publics, qui aujourd'hui, demandant des prêts aux banques, se voient refuser ces prêts, alors que la capacité de remboursement, j'allais dire, n'est jamais égalée par n'importe quelle entreprise ou particulier, on se pose des questions. C'est-à-dire qu'ils en veulent toujours plus au niveau des intérêts, et à ces banques, on fait pas grand-chose. Ce n'est pas la petite mesurette qui a été engagée par le gouvernement socialiste et écologiste sur la séparation des banques de dépôt et des banques de spéculation que ça va arranger les choses. Il faut aller beaucoup plus loin. Donc réorienter l'argent de façon à ce que effectivement cet argent revienne à la production de richesses, revienne à une politique de développement industriel, revienne aussi à la rénovation des services publics, car on en a bien besoin. Si je prends que Marseille en termes de services publics, c'est gravissime, gravissime. Quand on sait que les services publics sont les derniers remparts avant l'exclusion, et quand dans les quartiers les plus pauvres de Marseille, qui font partie des plus pauvres en France, sur les 100 territoires les plus pauvres en France, il y en a 25 à Marseille,
eux n'ont même plus le minimum vital, c'est-à-dire d'avoir des services publics, puisque le service public permet justement d'avoir à peu près égalité d'accès à la santé, au transport, à l'énergie, etc. Il n'y a même plus ça. Donc on se dit, on est tapé sur la tête. Enfin, c'est pas moi qui invente, c'est pas le Parti communiste qui invente qu'il y a plus de milliardaires aujourd'hui dans le monde qu'hier, c'est-à-dire en 2012 par rapport à 2011, et qu'il y a plus de millionnaires et de milliardaires en France qu'hier. Donc il y a un problème, c'est qu'il y a plus de richesses, mais ils sont accaparés par une minorité, et donc il y a plus d'inégalités. Et c'est, j'allais dire, quand on est de gauche, eh bien il faut avoir une politique de justice sociale, et puis qui permette une juste répartition des richesses. Alors, j'avais posé cette question à André Chassaigne, je vais vous la reposer. Le Parti communiste, aujourd'hui, il est dans l'opposition, il est dans la majorité, il est dans l'opposition systématique. Il se situe comment à l'Assemblée nationale ? Ben, il est assez pragmatique parce qu'en fonction justement des lois qui sont déposées, et ils sont aussi, les députés communistes, à l'initiative de propositions de loi, sauf que l'Assemblée nationale, version 5e République, telle qu'elle est organisée, ne permet pas justement de déposer des propositions de loi aussi souvent que ce serait souhaitable, par exemple sur les licenciements, contre les licenciements boursiers ou abusifs. Donc d'abord on est de gauche, on est dans la majorité, on a refusé de participer au gouvernement parce qu'on a refusé de cautionner un certain nombre de politiques, et malheureusement la vie nous donne raison. Cela dit, nous bataillons, c'est le cas par exemple si on prend l'accord interprofessionnel, national interprofessionnel, c'est là qu'on voit le rôle et l'utilité de députés communistes, c'est-à-dire une bataille d'amendements, une bataille cherchant à rassembler des députés de gauche, et il y en a, écologistes et socialistes, qui ne sont pas des bénis-oui-oui du gouvernement et du président de la République, et qui peuvent mener la bataille, et qui, s'ils sont assez nombreux, parce que c'est une question de nombre, si on était plus nombreux que 10 à l'Assemblée nationale, certainement ça changerait les choses, et ça doit faire réfléchir les citoyennes et les citoyens sur leur propre vote, de façon à avoir beaucoup plus de députés porteurs de leurs propres intérêts et de l'intérêt général, mais c'est une bataille permanente à l'Assemblée nationale pour aller dans le sens de l'intérêt général, de l'intérêt des citoyens et des salariés. Quand on connaît justement l'intérêt que porte le grand public à la chose politique aujourd'hui, c'est un peu plus du show business, ou j'allais dire du people, que de la vraie politique. Est-ce que, malheureusement, justement on se sépare pas de ces gens en ne votant pas la motion de censure qui avait été proposée par l'UMP dans l'opposition, parce que peut-être ça aurait montré à certains que le Parti communiste, il n'était pas totalement dans la majorité, il était aussi critique, et il pouvait aussi s'opposer à une disposition du gouvernement, à une politique. On peut être critique, on peut ne pas voter des propositions de loi, et nombreuses sont les propositions de loi et les projets de loi du gouvernement qui ne sont pas votés par le groupe communiste. Je pense sur l'école, on s'est abstenu, bien qu'il y ait eu des avancées avec 60 000 emplois, 60 000 postes créés dans les 5 ans à venir, mais ne remettant pas en cause complètement ce qu'a détricoté là aussi la droite, bon, on s'abstient. Donc c'est une bataille de position sur chaque loi, sur chaque projet de loi, mais on n'allait pas voter, j'allais dire, une motion de censure, parce qu'il ne s'agit pas de voter simplement une motion de censure, c'est-à-dire de se situer à l'opposé donc de la majorité parlementaire qui soutient le gouvernement. Il s'agit de regarder aussi le contenu de la motion de censure. Or, la motion de censure qui a été déposée par le groupe UMP contre le gouvernement est une manœuvre politicienne, puisque sur le contenu, c'était une demande d'aller plus loin encore dans l'austérité. Donc on n'allait quand même pas voter, les parlementaires communistes n'allaient pas voter quelque chose qui demandait plus d'austérité. Et puis c'est une manœuvre politicienne qui vise à effacer, à gommer un petit peu, à faire oublier les propres responsabilités de la droite dans la situation actuelle du pays, dans la situation de crise que la droite n'a pas, j'allais dire, n'a pas surmonté, puisque de toute façon c'était la recherche toujours effrénée de donner plus de gages aux plus privilégiés, à la finance, etc. Donc on n'allait pas voter, et puis en plus voter une motion de censure, quand je vois numériquement ce que nous sommes, ça n'aurait rien changé du tout, et je ne crois pas que ça aurait clarifié
le débat politique et puis les positions des uns et des autres. Mais c'est important ce que vous disiez sur, effectivement, les gens ont une vision, une perception de la politique et c'est vrai que les affaires aujourd'hui n'arrangent rien. D'abord parce qu'il y a une stigmatisation où tous les politiques et tous les élus sont mis dans le même sac, sans regarder véritablement ce que font les uns et les autres, alors que par exemple dans notre pays, il y a 650 000 élus et il y en a 98% qui sont honnêtes et qui sont engagés politiquement pour l'intérêt général, au service des concitoyens de manière tout à fait désintéressée, comme peut être un militant associatif, comme peut être un militant syndical, etc. Donc on jette l'opprobre sur tout le monde, mais ce discrédit de la politique, ce fossé entre les citoyens et leurs représentants, justement, allant jusqu'à la défiance, allant jusqu'à ne plus voter, ça fait l'affaire de qui ? Ça fait l'affaire justement de cette finance et des marchés financiers qui, eux, n'ont pas besoin de démocratie, n'ont pas besoin de politique. Ils ne veulent pas que les citoyens se mêlent. Et dans la situation actuelle, il faut au contraire que, et moi c'est une invitation que je lance, il faut au contraire que les travailleurs, que les citoyens s'emparent encore plus de politique jusqu'à changer les règles aujourd'hui de la vie politique telle qu'elle est aujourd'hui. C'est ce qui me fait dire que la Ve République est complètement obsolète, cette présidentialisation à outrance, cette, comment dire, suprématie d'un homme. On se voit revenir, je ne l'ai pas connu, mais j'ai lu quand même un peu l'histoire, avant 1789. C'est des pouvoirs, j'allais dire, trop importants, dominateurs d'un président de la République, comme sont tous les présidents d'ailleurs de collectivités, que ce soit un président de conseil régional, de conseil général, voire même un maire. Et il faut arriver aujourd'hui à donner beaucoup plus de pouvoir pour réactiver, réoxygéner la démocratie sociale et puis la démocratie politique aussi. Je crois qu'on va en faire une conclusion, réoxygéner la démocratie sociale et la démocratie politique. Je crois qu'on va rester là-dessus pour ce coup-ci. Alors, merci de votre visite sur le plateau de la Web Télé Salon CE. À très bientôt, j'espère, puisque quand on a des invités fidèles comme ça, on aime bien les recevoir. Puis je vois que vous êtes en pleine forme et très combatif. Merci et on prend rendez-vous. À bientôt. À bientôt.